Donc l'objectif de cette présentation, c'est de montrer donc de parler du domaine des FPGA, donc c'est un domaine qui est quand même très utilisé dans l'embarqué, et de montrer qu'il y a beaucoup d'outils libres pour les FPGA aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, euh, qui est quelque chose d'assez récent en fait. Donc en introduction, donc je vais commencer par me présenter et puis vous expliquer, parce que tout le monde n'est pas forcément ne maîtrise pas forcément les FPGA, je vais commencer par expliquer ce qu'est un FPGA. Donc, je travaille chez Armadillo Systems, qui est une société qui fabrique des systèmes en module à base de processeurs INX, donc avec des ARM intégrés, et qui couple ces processeurs à des FPGA sur ces modules. Et donc, on produit des modules, mais pas seulement. Nous sommes aussi un bureau d'études, donc on conçoit pour nos clients on fait le support du BSP à base de buildroots, les drivers de Linux. On peut aussi designer des cartes en fonction des besoins du client, souvent à base de nos architectures quand même. Et nous faisons aussi, on peut faire le produit de A à Z et donc faire les applications. Et pour ce qui est graphique, on fait à base de Qt. Et puis, donc moi, je m'occupe de cette partie, sous-partie qui est le FPGA. Donc, en faisant le support à base des deux langages les plus utilisés que sont VHDL et Verilog, mais aussi, depuis quelque temps, de plus en plus, j'utilise ce nouveau langage qui est Chisel. Donc, qu'est-ce qu'un FPGA? Donc, un FPGA, si on fait la traduction mot pour mot de l'anglais, on peut appeler ça un champ de porte programmable. Donc, en fait, c'est une matrice de blocs logiques qui sont connectés par des switchbox. Donc, ces connexions peuvent être reconfigurées via euh, des RAM, de la mémoire volatile, à l'infini. Donc, on peut configurer les connexions entre les différents blocs logiques, et on peut aussi configurer ce bloc logique qui est composé de fonctions qui permettent de faire tout ce qui est classique en logique programmable, donc des et, des ou, des nor, des nand, et on a ces bascules D qui vont recopier leur entrée sur la sortie au front montant d'une horloge, ce qui nous permet d'avoir une conception synchrone cadencée par une horloge globale. Donc avec cette fonction, on pourrait faire tout ce qu'on a besoin de faire en logique numérique, donc des microprocesseurs, des additionneurs, tout ce qu'on veut. Sauf qu'on s'est assez vite rendu compte que ça pouvait être optimisé en faisant des blocs spécialisés et qui sont mis dans les FPGA, que sont les multiplieurs câblés, les blocs de RAM. On a aussi pour les sorties, les entrées-sorties, on peut avoir des sérialiseurs, des sérialiseurs. Donc tout ça, ce sont des périphériques qui sont intégrés au FPGA et qu'il va falloir piloter. Donc pour développer sur un FPGA, on se base sur des langages de description hardware, donc HDL pour hardware pour hardware description language. Donc les deux langages qui sont supportés par la quasi-totalité des logiciels de synthèse des fondeurs FPGA ainsi que des éditeurs de logiciels de simulation, c'est Verilog et VHDL. Donc on se base sur ces deux langages qui sont des standards pour faire la simulation de notre modèle que l'on veut intégrer dans le FPGA, mais aussi de la synthèse. Donc avec tout ce que ça implique d'avoir deux différents logiciels qui attaquent le même standard. Donc suivant le standard utilisé plus ou moins récent, on aura des designs qui vont pas fonctionner en synthèse, mais qui fonctionneront en simulation. Donc,
on va toujours prendre le plus petit dénominateur commun pour faire nos designs. La synthèse, ça consiste à convertir la description faite en Verilog HDL en un schéma électronique, en gros. Donc c'est des portes liées entre elles, on appelle ça une netlist. Puis on placera cette netlist dans le FPGA. Donc il faut associer chaque bloc dans les blocs correspondants dans les FPGA. Et une fois qu'on a toutes ces descriptions prêtes, il faut générer un fichier de configuration qu'on appelle le bitstream et que l'on va télécharger dans le FPGA pour qu'il se configure. Tout le problème du bitstream, c'est que sur les FPGA, c'est de la mémoire volatile. Donc, à chaque fois qu'on éteint, il faut retélécharger le bitstream. Mais c'est ce qu'on va voir juste après. Et donc, ces langages de description Verilog et VHDL sont très très spécifiques. Ils sont pas, ils n'ont pas un domaine d'utilisateurs très vaste. Il y a assez peu d'utilisateurs finalement comparé à d'autres langages comme Python ou le C++. Et donc du coup, depuis une dizaine d'années, on voit apparaître des langages générateurs HDL, on appelle des générateurs, que ce sont en fait des langages qui sont des librairies de langages plus communs, comme le Python, le C++, on a aussi Scala, Haskell, et on va décrire tout notre design dans euh, dans ce langage et qui va générer le Verilog ou le VHDL pour la synthèse et la simulation accessoirement. Donc tout le problème du bitstream, c'est qu'il faut le recharger à chaque fois qu'on réallume le système. Et donc du coup, il faut le récupérer d'une mémoire, d'une sauvegarde à un autre endroit que là où se trouve la puce, par un bus. Donc soit une EEPROM, soit directement avec le PC quand on est en développement, ou alors comme chez Amadeus, nous on a ça sur le Linux, donc une commande Linux qui va aller télécharger le bitstream. Et donc du coup, on peut relire le bitstream avec une sonde, il suffit de mettre une sonde, et on peut relire ce fameux fichier de configuration, et donc recopier et dupliquer le design. Donc ça donne pas trop confiance aux industriels, qui n'aiment pas trop ça, parce qu'ils ont peur de se faire copier. Et donc du coup, la quasi-totalité des constructeurs de FPGA ne fournissent pas la description de ce bitstream. Donc c'est la protection par l'obscurité. On ne documente pas le fichier de configuration, ce qui est un système qui marche pas très bien. Et ça a été démontré donc par Jean-Baptiste Notte et Eric Rano, c'est des thésards à l'école normale supérieure qui avaient fait un papier en expliquant comment reprendre un bitstream pour en refaire le schéma. Donc pourquoi ça marche pas, cette sécurité par l'obscurité. Donc pour faire nos designs, on va utiliser des langages de description pour la synthèse et pour la simulation. Donc je vais commencer par vous décrire les deux plus courants, que sont VHDL et Verilog. Et puis après, on va voir un peu ce qui existe en générateur. Donc le VHDL, c'est un langage qui a été créé par une commande du ministère de la Défense américaine pour décrire leurs composants électroniques qui donnaient en commande à des fournisseurs. Donc l'idée, c'est d'avoir une spec précise de comment je veux que mon composant fonctionne. Et très vite, il est venu se greffer par-dessus des logiciels de synthèse qui permettaient de convertir en automatique ces descriptions en schéma électronique, en netlist. Donc là, on a un exemple de VHDL pris sur Wikipédia. Donc on voit les ports d'entrée et sortie du composant avec une horloge, un reset, puis des entrées. Donc ça, c'est un additionneur. Ensuite, on décrit l'architecture avec un signal interne pour récupérer le résultat. Et
dans le corps du VHDL, on a des process qui vont être déclenchés sur événements de certains signaux qu'on met dans ce qu'on appelle la liste de sensibilité. Donc si un événement surgit sur l'horloge ou sur le reset, on déclenche le process. Donc là, le process, c'est si c'est un reset, le clear, on met à 0, et sinon, on fait l'audition, et on compte. Donc, pour le VHDL, il y a principalement un simulateur libre connu qui a fêté récemment ses 20 ans, c'est GHDL. Euh, c'est la référence en matière de simulation VHDL libre. Il est basé un peu sur le compilateur ADA de GCC. C'est une variation de ce compilateur ADA avec de GCC. Il simule bien tout le standard. Ça marche bien. Bon, après c'est relativement lent. Si on fait des simulations longues, ça prend du temps. Ensuite, il y en a deux qui sont un peu plus anecdotiques. FreeHDL, il a intégré un projet qui s'appelle Qt, qui est un logiciel Qt pour faire de la simulation plus pour l'éducation, mais donc ils font de la simulation analogique et de la simulation numérique avec FreeHDL intégré. Mais c'est basé sur un vieux standard. Et NVC, c'est un nouveau projet que j'ai découvert il y a 2-3 ans, qui avance assez bien. J'ai réussi à faire des simulations avec, à surveiller, mais il n'est pas aussi complet que GHDL. Donc Verilog, c'est un standard aussi de description matérielle qui a été standardisé en réaction au VHDL, donc un concurrent, quoi. Euh, il a la réputation d'être proche du C. Faut regarder de loin quand même pour voir du C. Euh, on a par exemple le préprocesseur. On retrouve le préprocesseur avec les ifdef et les else qu'on a aussi en C. Sinon après c'est quand même pas si proche du C. Donc là l'exemple de code c'est un générateur de PWM, Pulse Width Modulation. Donc on a les entrées et sorties décrites au début avec des paramètres on peut changer la période. Donc là, c'est moins typé que VHDL. Donc là, on dit juste quand on met un input clock, ça nous dit juste que c'est un bit, mais ça nous dit pas rien sur le signe ou sur ce que c'est réellement. Donc là, on retrouve des process qui s'appellent always base, donc avec leur liste de sensibilité. Donc là, on dit par contre qu'on est sur fond montant de l'horloge et du reset. Et pareil, c'est déclenché et on exécute le process. Donc là, il y en a deux qui ont été exécutés de manière concurrente. Pour le Verilog, il y a quelques projets qui sont assez anecdotiques pour faire de la simulation et qui semblent abandonnés. Quand on va voir sur les sites officiels, on est sur du SourceForge qui n'a pas bougé depuis 10 ans. Alors, on a aussi CVC, qui est un simulateur maintenu par une entreprise privée et qui fait ça en double licence. Donc je ne l'ai jamais testé, mais ils affirment d'être open source. Et puis on a ces deux simulateurs qui eux sont beaucoup plus connus et activement maintenus. C'est Icarus Verilog, donc lui va faire la simulation de tout le standard Verilog. Il marche assez bien et il est activement maintenu avec des commits tous les jours. Euh, et Verilator, lui, par contre, est assez spécifique. Il ne simule pas tout le standard Verilog, mais seulement la partie synthétisable du Verilog. Donc il va générer à partir de cette partie synthétisable un objet C++ qu'on va pouvoir instancier dans un programme en C++ et écrire en C++ son simulateur. L'énorme avantage de ça, c'est que ça nous fait un simulateur qui est extrêmement rapide. Il y a un rapport 100
100 fois plus rapide que Icarus avec Verilator. L'inconvénient, c'est qu'il faut réécrire ces bandes de test en C++, au lieu de tout faire en Verilog. Moi, je trouve pas que ce soit un inconvénient, au contraire. Ça permet de bien séparer la partie synthétisable euh, de la partie simulation. Si vous m'entendez toujours bien. Regardons. Donc ça c'est pour le Verilog. Euh, donc ensuite on a les générateurs HDL. Le problème de ces langages VHDL et Verilog, c'est qu'ils sont supportés par, ce sont des langages qui ont été conçus par des électroniciens pour des électroniciens, mais le, la population d'utilisateurs est beaucoup plus petite que pour des langages plus communs. Donc, depuis une dizaine d'années, on voit apparaître des langages basés euh, sur des langages qui, eux, ont une population d'utilisateurs beaucoup plus grande, et donc qui sont beaucoup plus fiables, et avec des librairies beaucoup plus vastes. Donc, Chisel, c'est celui qu'on utilise chez Amadeus. Il est basé sur, donc, pour Constructing Hardware in Scala Embedded Language. Donc, il est basé sur le langage Scala, qui est un langage à la fois objet et fonctionnel. C'est assez déroutant au début à apprendre, mais ça permet donc, comme ils s'en vantent dans leur nom, d'être scalable, donc de faire facilement des gros designs euh, en les modélisant facilement. C'est un langage qui a été créé en même temps et par la même équipe que de Berkeley qui a fait euh, le jeu d'instruction RISC-V. Donc il a la particularité d'être synchrone. Donc l'horloge et le reset sont implicites, on n'écrit pas comme on a vu dans le Verilog et le VHDL de tout à l'heure. L'horloge, est- c'est quelque chose d'implicite. C'est qu'à la fin, une fois qu'on générera le Verilog, on va avoir l'horloge qui va ressortir. Donc il y a un langage intermédiaire qui est utilisé pour simplifier le développement, et le FIRSTL, mais c'est en gros pour simplifier le développement. On peut générer l'utilisateur va générer directement le Verilog sans se rendre compte de cette étape. Donc là, ça c'est un exemple de design en Chisel. Donc c'est un module qui permet de convertir les signaux de vidéo qui viennent d'une Game Boy, la première du nom, vers du VGA. Donc c'est un convertisseur, qui permet de brancher une Game Boy sur un écran. Donc là, on retrouve notre module avec les entrées-sorties. Donc on peut définir des sorties booléennes. On peut aussi faire des groupes de signaux pour abstraire un peu les signaux. Là. Donc là, on a sur les signaux, les signaux de couleur. On peut instancier d'autres modules qu'on va connecter entre eux avec le symbole de point égal qu'on a ici. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas d'horloge. Euh, c'est à chaque, on fait implicite qu'à chaque coup d'horloge, les recopies se font. Et il y a des librairies qui permettent d'instancier par exemple des mémoires, des blocs de RAM directement. Donc plus simplement que d'aller décrire directement le bloc qui se trouve dans le FPGA. Donc ça, c'est un langage qui a été utilisé par le groupe de chercheurs de Berkeley, qui a fait qui a fait un processeur RISC-V qu'il appelle Rocketchip. C'est aussi le langage utilisé par SciFi pour faire tous ces cœurs à base de RISC-V. Et ça a été aussi utilisé par Google pour faire son accélérateur d'intelligence artificielle de réseau de neurones, EdgeTPU. Donc il y a un autre générateur qui est intéressant, qui est lui basé sur Python, c'est Nigen. Alors lui, il est beaucoup plus global, hein, il est pile inclus, on peut dire ça comme ça, comme pour Python, parce qu'il va non seulement permettre de décrire
le composant à base d'un langage fragmented hardware description language qui est du Python en fait. Donc là, on a une description très simple d'une lettre qui clignote. On instancie un module, on instancie deux séries de signaux et on met dans le process combinatoire, donc hors horloge, le poids fort de notre compteur et on fait l'addition sur front de l'horloge. C'est le process synchrone qui est ici. Et puis après, on peut générer du Verilog. L'avantage de Migen, c'est qu'il permet de piloter les différents logiciels de propriétaires, notamment tous les IDE pour la synthèse. Donc on peut pas pouvoir piloter ISE pour ISE et Vivado pour les Xilinx ou alors Quartus pour la partie Intel Altera. Donc tout ça c'est inclus déjà dans le langage. On peut faire un programme complet qui va générer directement un bitstream. C'est ce qui est utilisé pour le projet Mixmist, qui est une plateforme qui permet de faire des effets vidéo. Et puis une autre plateforme plus pour la recherche dans les lasers notamment pour avoir pour piloter des signaux très précisément. Donc c'est Arctic. Le Migen, c'est ce qui a servi de base pour un langage pas tout à fait, mais pour l'ITEX, qui est en fait, moi j'appelle ça le Linux du FPGA, puisque il se base sur Migen pour faire des librairies qui permettent de piloter tout ce qu'il y a dans les FPGA, notamment des contrôleurs de DDR, des contrôleurs Ethernet, des PCI. Donc tout ça, c'est des modules complets qu'on peut instancier avec l'ITEX pour faire un système complet sur un FPGA et de manière relativement portable. Si votre plateforme est supportée par l'ITEX, vous allez pouvoir intégrer tous ces modules. On peut même instancier un processeur Q5 et générer un Linux et faire fonctionner Linux sur un FPGA. Il y a d'autres générateurs qui sont moins connus, un peu plus anecdotiques. Donc Flash, c'est basé sur du Pascal, donc c'est de la programmation fonctionnelle. Ils sont passés en version 1 l'année dernière. C'est supporté par QBase Logic, mais la partie standard Flash est supportée par la fondation ADL. On a Spinal ADL qui a été créé par un déçu du Gisèle, mais qui a permis de faire beaucoup, malgré que c'était partie d'une personne, c'est quelque chose qui allait assez loin, puisqu'il a pu concevoir un processeur complet, le Vectric 5, qui permet de faire des Linux et qui intègre beaucoup de périphériques. Et c'est notamment la base de processeurs qui est utilisé dans l'ITEX quand on a besoin d'instancier un processeur pour faire fonctionner Linux. MySQL, c'est du Python, mais on n'est pas dans l'esprit de Gisèle ou Migen où l'horloge n'est pas implicite. Donc là, c'est un langage à événements de la même manière que pour le VHDL ou le Verilog, sauf que c'est du Python. Ils n'en sont pas encore à la version 1, il est un petit peu plus anecdotique. Et le langage BlueSpec, c'est basé sur du Haskell et il a la particularité d'intégrer toute la partie preuve formelle, donc pour faire un système prouvé. Et il a, pendant très longtemps, c'était pas du tout libre, avec des licences assez élevées pour pouvoir l'essayer, et il a été récemment libéré. Donc, à suivre, parce que c'est assez intéressant de pouvoir faire de la preuve formelle en même temps qu'on fait son design. Donc, pour la synthèse, c'est là que arrive la révolution. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de logiciel de synthèse pour les FPGA. Et en 2015 est arrivé un logiciel nommé Yosit qui fait la synthèse du Verilog. Donc la synthèse consiste à transformer le Verilog en un schéma bloc avec ses liaisons. Donc Yosit de base convertit ça dans tout un tas de formats,
dont le Verilog. On peut simplifier en fait le Verilog pour en faire un l'avantage, c'est de pouvoir utiliser un standard récent du Verilog, de le convertir dans quelque chose de plus simple pour être accepté après par des logiciels qui seraient trop vieux pour ce standard. Ça a la prétention d'être le GTC du FPGA. Depuis l'année dernière, il y a maintenant un plugin qui permet de faire la synthèse VHDL également en conjonction avec GHDL. Donc on peut, grâce à IOSIS maintenant, faire de la synthèse VHDL et Verilog. Donc une fois qu'on a synthétisé, il faut faire du placement routage. Et pour ça, on a maintenant NextPNR, NextPNR qui, qui va faire le placement routage pour tous les FPGA, tout un tas de FPGA qui ont été libérés par reverse engineering, qu'on va voir juste après. Donc ça marche très bien sur les ICE40, les ECP5 de Lattice, le Nexus, je pense, j'ai pas essayé, mais donc, les deux premiers, j'ai des choses que j'ai déjà testées. Le Little V, c'est en cours, on arrive à faire déjà des designs simples pour le FPGA chinois de Goin. Et il y a des choses pour Cyclone 5, donc le Altera Intel, et la série 7. Mais il y a encore des problèmes. Et il y a un deuxième logiciel de placement routage qui a longtemps été purement universitaire, parce qu'il n'y avait pas de FPGA cible, qui vient d'être utilisé par un fabricant, QuickLogic, qui fait un microcontrôleur avec une zone de FPGA et qui documente son bitstream. Donc qui documente la configuration. Donc c'est la révolution du FPGA en gros. C'est la première fois qu'on a un constructeur qui va fournir euh, le bitstream. Et donc il fournit des outils qui sont tous des outils open source pour développer dessus. Et ils ont choisi d'utiliser ce fameux outil VPR pour leur FPGA, donc le OS S3. Et donc pour les bitstreams, comme j'avais dit au début de la présentation, c'est quelque chose qui n'est pas documenté par les constructeurs, mais il y a depuis 2015 tout un tas de projets de reverse engineering, comme ça avait été démontré avec Debit, donc le fameux papier de From the Bitstream to the Netlist. Ça a été démontré qu'il est possible de faire l'ingénierie inverse. Il y a des développeurs qui se sont mis à faire le reverse engineering de tout un tas de FPGA, donc beaucoup de Lattice, donc le Lattice ICE40, le Lattice ECP5 avec le projet Trellis. Et récemment, depuis un an et demi, on a maintenant le projet Apicula pour les FPGA de Gowin. Et donc il y a un gros projet aussi de reverse engineering sur la série 7 des Unix. Donc la série 7, c'est toute la série de ce que produit Unix en ce moment, qui avance assez bien. Et puis là, donc le dernier, c'est pas QuickLogic FASM, c'est pas un projet de reverse engineering, puisque la société fournit euh, le, la documentation. Donc on est euh, le logiciel qui permet de générer le bitstream et qui est ouvert. Donc QuickLogic FASM. Le FASM, c'est le format de sortie de NextPNR qui permet de faire le bitstream. Donc pour conclure cette présentation courte, euh, il n'y a pas que le VHDL, parce que quand on fait du développement FPGA, en France souvent on va vous parler de VHDL, alors que on peut faire avec autre chose que du VHDL, on peut faire du Verilog notamment, mais aussi tout ce qui est générateur, donc Fisel, Nigel, euh, Clash, etc. Le développement sur FPGA se fait très bien en open source maintenant, surtout pour la partie simulation. Donc tout ça
assez mature, GHDL, Icarus, Verilator, permet de faire toutes ces simulations avec des logiciels libres. Pour la partie placement, routage et bitstream, il reste encore du chemin à parcourir puisque il faut faire le reverse engineering pour beaucoup, et c'est encore assez ignoré des gros constructeurs de FPGA. Et donc pour finir, il y a une révolution en cours dont je n'ai pas parlé, c'est celle de la libération des ASIC. Donc les ASIC, c'est les composants, quand on conçoit pour un ASIC, on dessine littéralement le transistor qui sera gravé sur le silicium. Et pour ça, on a besoin de librairies et de modèles qui sont tous complètement verrouillés, jusqu'à ce que Google sponsorise un modèle open source qui s'appelle le Sky 130 puisque c'est à destination des fonderies en 130 nanomètres. Et donc toute la série qui va avec d'outils qui permet de faire des ASIC est en train d'être libérée. Donc hormis le fait qu'il faille fabriquer, on peut maintenant, avec tous ces outils, concevoir un ASIC avec des outils open source dans son garage. Et Google, tous les 6 mois, propose des batchs qu'il intègre dans tout un système nommé Caravelle. Donc en gros, c'est un petit microcontrôleur qui va piloter toute une zone vierge et les produit gratuitement. C'est sur dossier, en gros, il faut présenter un projet, il doit être open source, et ils vont produire des composants gratuitement pour ces projets. Donc voilà, je termine ma présentation. J'espère que ça s'est bien passé, parce que j'ai pas tellement de retours. Pour finir, je voulais juste mettre cette planche que j'ai trouvée sur le projet Awesome, Awesome, qui résume en gros et qui en montre un peu plus tout ce que j'ai pu présenter. Donc on a la partie langage de haut niveau, la partie VHDL Verilog. Ici on a le cœur Iosis, le couteau suisse, qui fait beaucoup de conversions et qui fait la synthèse. Et après tous les projets de reverse engineering qui sont ici pour les FPGA en question.